يا زينة ديري للتاي ديري للتاي. يسرى تتقدم، يسرى بوداح. ماكينة 4 وربحنا جول هدف هدف. هنا يلزم مقلد الاصوات يعلقنا على تعديل النتيجه. تحدي النجوم, émission de divertissement tous les lundis, 22h sur Canal Algérie. Jeannette allait garder ses vaches. Elle était bien plus jolie. Elle portait un chapeau de paille, un ruban de 3 couleurs, bleu, blanc, rouge. Jeannette allait garder ses vaches. Elle était bien plus jolie. Elle portait un chapeau de paille. Paye. Non, je paye pas. Saliha, viens. Saliha, viens jouer avec nous. Viens jouer avec nous. ايش اسمك؟ صالحة ودينا. منين انتي؟ جبل بوحنش. وين رايحين والديك؟ يما قتلوها العسكر. بابا وعمي ربطوهم في شجرة وعملوهم تراب. عملوا لهم تراب في فمهم في نيوفهم وفي ودنيهم. من بعد ربطوهم بحبل خشن ودوهم شفناهم يانا وخويا علي. وخويا علي مشى للفيلاج. من ديك الوقت ما شفتوش. دروك ما نعرف وين راه. والآن راكي لاباس؟ لاباس، ولكن حبيت نرجع لبلادنا. حبيت نشوف الجزائر. وشوريا لازالت. Alors viens jouer avec nous. كل مسؤولية نساعد الجميع في كل مكان. نساعد الجميع في كل مكان. اللي كفاه الحرية اللي كفاه الحرية. لا 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 Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Culture, l'autre regard, votre rendez-vous culturel qui entrecroise les regards sur la littérature et les arts. Ce soir, je vous invite à redécouvrir avec nous un pan de notre histoire, puisque nous allons traiter de la période coloniale, mais de la période coloniale vue à travers le regard enfantin de petites filles qui ont grandi dans cette période ou qui ont affronté les défis de cette période. J'ai donc le plaisir d'accueillir avec moi ce soir 2 romancières, 2 belles plumes qui vont nous en parler. J'ai d'abord le plaisir d'accueillir avec moi Fatiha Nserine. Madame Fatiha Nserine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu si aimablement à notre invitation. C'est moi qui vous en remercie. Vous êtes romancière et par ailleurs pédagogue. C'est ça. Vous êtes l'auteur d'un premier roman qui s'intitule La baie aux jeunes filles. Oui. Publié aux éditions L'Harmattan en France et par les éditions Thala en Algérie. C'est ça. Et vous êtes aussi revenu avec un recueil de nouvelles édité par les éditions Casbah et qui s'intitule La prière de Scheherazade. C'est exact. Merci encore à vous d'être parmi nous. Merci à vous. J'ai aussi le plaisir, mes chers compatriotes, d'accueillir Leila Naqash. Madame Naqash, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de vous recevoir. Madame Naqash, vous êtes journaliste, oui, romancière, ou plutôt vous avez été journaliste, oui. Romancière, vous êtes toujours. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages et notamment d'un premier roman qui s'intitule « Sais-tu si les chemins d'épines mènent au paradis ?» En effet. Actuellement épuisé, hélas, nous aurons l'occasion d'en reparler. Et puis d'un second roman qui s'intitule « La maison des images » et qui sera l'objet de notre examen
le plus attentif ce soir. Merci encore d'être parmi nous. Je sais pas qu'il faut. Merci. Et donc, mesdames, toutes les deux, vous nous offrez dans ces deux romans, La Maison des Images et La Baie aux jeunes filles, ce regard, ce voyage à travers l'histoire, mais à travers justement les yeux de jeunes filles qui ont vécu cette période. En ce qui concerne Layna Naqash, nous allons y revenir, c'est à travers toute une saga qui s'étale sur 5 générations. Oui. En revanche, vous, Madame Fatiha Nsérine, c'est surtout à travers le regard d'une petite fille en plein dans ce bouillonnement, cette transformation sociale qu'est la révolution algérienne, la guerre de libération, la guerre de novembre. Et donc, vous nous montrez l'imaginaire de cette petite fille qui se retrouve face à un défi majeur et qui est celui de l'enseignement. Oui. Alors, par rapport à la problématique, au départ, je pensais que ma problématique, c'était l'inscription de la petite fille et les problèmes que cela posait. Ah oui. Effectivement, dans l'histoire, là, il y a des parents, il y a une petite fille, et la petite fille était arrivée à l'âge d'être inscrite à l'école française, parce que nous étions en guerre. Absolument. Et le père s'y oppose fermement. Problème. La mère, pourtant pas une personne qui a l'habitude de refuser ou de s'opposer, elle est décidée à ne pas entériner l'interdiction. Elle va transgresser l'interdit et elle va inscrire sa fille en cachette. Elle va s'obstiner. Les deux, la petite fille et la mère, vont vivre quasiment en clandestinité parce qu'il fallait se cacher, éviter que le père ne l'apprenne, ne se pose des questions et puisse découvrir le poteau rose. Voilà. Mais malheureusement, cela durera quelque temps et en fin de compte, ça se termine assez mal parce qu'il va le découvrir et la petite fille n'ira pas à l'école. Du moins, elle aura fait peut-être une année d'école, pas plus. Et nous allons y revenir justement sur ce déroulement et comment le père va découvrir ce secret, quelle est la transgression qui va permettre cette découverte. Et on va voir à quel point vous partagez, mesdames, un peu le même imaginaire et les mêmes préoccupations. En ce qui vous concerne, Madame Naqash, votre roman nous relate la saga d'une famille qui commence avec d'abord un paysan qui, suite à la politique des séquestres, va se retrouver sans terre, c'est-à-dire va devenir un prolétaire qui n'a rien d'autre que sa force de travail. Je les appelle les sans-terre. Absolument. Je les appelle les sans-terre. Oui. Oui, et je parle de ce cheminement, de ce père qui va travailler comme d'abord charbonnier, parce que un jour, il revient vers le village natal, il emmène sa fille et son fils. Il a la chance, je ne sais pas si c'est une chance, de ne plus être charbonnier. D'abord, je décris beaucoup sa vie dans la forêt en tant que charbonnier et tout ce qui se passe comme contrainte parce qu'il devient charbonnier. Puis il va vers le port d'Azfoun pour vendre le charbon à des bateaux qui le ramènent vers Alger. Et là, le père a la chance d'être appelé par un révérend à l'époque. Oui. Je vous parle des premières années de colonisation, par une famille irlandaise qui était venue justement pour évangéliser la Kabylie à l'époque. Il entre comme jardinier chez ces Irlandais et le cheminement après va d'Azfoun vers Alger sur 5 générations. Justement, il va y avoir puisque le révérend dont vous parlez est un révérend protestant. Oui, c'est un protestant. Donc il n'y a pas la coupure du célibat, du vœu éternel avec la religion et l'Église. Et ils sont plus acceptés par la population autochtone. Le révérend est marié, il a des enfants, mais ça ne dure pas. Parce que dans l'histoire réelle de l'Algérie, j'en parle d'ailleurs, il y a un épisode historique où la France, à l'époque coloniale, accuse les Irlandais d'avoir aidé un bandit d'honneur. Donc, il quitte la Kabylie pour venir vers Alger.
Très bien. Et justement, cette question de l'assimilation est au cœur aussi de votre roman, Fatiha Nseri, puisque la raison fondamentale du refus du père que sa fille aille à l'école, ce n'est pas un simple archaïsme, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas le patriarche borné, mais c'est d'abord et avant tout parce que l'école, à ce moment-là, à cette époque-là, était considérée non pas comme un outil de promotion sociale, mais d'abord comme une arme aux mains des Français pour l'assimilation des Il faut dire indigènes qu'il y a un et phénomène... l'acculturation. Tout à fait. Il y a un phénomène assez extraordinaire qui a été une position tout à fait générale en Algérie, parce que dès que je rencontre des gens que j'en parle, on me dit qu'on a fait la même chose. Il y a eu l'obligation faite par les parents aux enfants d'étudier l'arabe, c'est-à-dire d'étudier à l'école coranique. Moi, je me souviens, on nous réveillait à 5 h du matin, on devait aller à la Zawiya apprendre l'arabe, apprendre le Coran en fait, et ça a été pour tout le monde. Et après, il y avait l'école française, donc il fallait venir assez tôt, se préparer et partir, être à 8 h prête à l'école française. Donc, si vous voulez, il y a eu comme une position tout à fait générale par rapport à l'assimilation. Comment garder la culture, comment la transmettre à nos enfants, comment leur permettre, eux, de comprendre que nous ne sommes pas français. Et je pense que le phénomène qui a été le plus généralisé, ça a été l'école coranique. Ça c'est sûr. Maintenant, par rapport au couple, j'allais dire, ça va vous étonner. La mère est déterminée. La preuve, elle a transgressé une interdiction. À l'époque, dans un système patriarcal, ça pouvait coûter très cher. Hein. Ça ne se faisait pas. Elle l'a fait parce qu'elle tenait à ce que cette espèce d'ignorance dans laquelle on tenait les femmes depuis des générations et qui leur nuisait énormément, il fallait bien qu'elle s'arrête quelque part. Elle voyait sa mère analphabète, sa grand-mère analphabète, elle-même analphabète, et la petite fille, on lui réservait le même sort. Et elle a dit non, il faut que ça s'arrête. Et là, elle s'est rebellée, et elle n'a pas pu affronter le mari, mais elle a fait les choses en catimini. Voilà. Le père, lui, pour lui, l'école française, l'école coranique, c'était bon, il n'y avait pas de problème. Mais l'école française, pour lui, c'était une espèce de défaite. C'est cette colonisation qui nous prend tout. Il va falloir qu'on lui donne nos enfants, et donc notre culture avec. Et donc il se crispait sur l'inscription de l'enfant. Mais je vais vous dire quand même ce qui s'est passé qui est assez étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Parce qu'en apparence, dans le couple, les positions sont antinomiques. Ça ne peut pas se rencontrer. Mais quand on fouille et on cherche à savoir ce qu'il y a derrière, au fond, ils ont pratiquement la même raison. Mais chacun a pris une destination, une position qui est opposée à l'autre. Alors je m'explique. Dans le roman, il y a la grand-mère maternelle, qui est un peu la mémoire du village, parce que c'est la plus âgée, parce qu'elle a vécu une période d'avant la guerre, une période très heureuse, de fantasia, de visite au mausolée, d'une période festive, heureuse. Et donc, son amertume est grande de voir ce qui arrive, dans quel monde elle allait vivre. Et donc, elle est tout le temps en train de raconter le passé. Mais en même temps, elle déroule la mémoire aux personnages qui, eux, n'ont pas vécu cette période. Et la mémoire va être utile, elle va permettre de comprendre le comportement du père. Parce qu'il est classé comme macho, comme quelqu'un qui est bien installé dans le système. Il travaille tout le temps, donc il n'a pas le temps de s'exprimer d'ailleurs. Il ne s'exprime pas. Et c'est par un autre personnage que son anthropologie va être révélée. C'est la grand-mère qui dit à sa fille, donc sa femme, elle lui dit, en parlant du passé, parce qu'elle est tout le temps en train de se ruiner ce passé-là, perdu. Oui. Et voilà. Et alors, elle lui dit, oh, la journée apocalyptique qu'il y a eu, si tu avais assisté à ça, tu n'en serais pas revenu. Alors, elle parle d'un village, c'est le village du père, qui a été explosé. Il a été bombardé, il a été complètement explosé. Très peu de gens ont survécu. Le père a survécu, il était jeune. Il est descendu en ville et elle lui dit, ton malheureux mari, bien, il est venu chercher la misère en ville par rapport à ce qu'il avait, mais qu'il avait tout perdu. Alors, tout comme Oulaïd. Oui. C'est ça qui explique
en quelque sorte le fait que le père est vraiment déterminé et il ne fait plus de concessions. Et il est poussé jusqu'à l'extrême du possible. Et donc, il est crispé sur cette position. Il est crispé sur cette position, sur ses valeurs. Sur cette résistance passive, si je puis dire. Tout à fait. Il est crispé et pour lui aussi, ce sont ses derniers refuges. Absolument. Et c'est une manière de résister aussi à la colonisation. Absolument. Et alors lui, ça ne se discutait pas. Il n'a pas discuté, il a tranché. On peut le comprendre une fois qu'on a vu les indices posés ça et là par d'autres personnages. Oui. Mais pour la mère... C'est une narration qui est loin d'être linéaire. Oui. Voilà. Mais pour la mère, c'est la même chose. Mais elle a eu une réponse différente. Peut-être parce qu'elle est plus visionnaire. Peut-être. Oui, on va voir aussi peut-être ce qui la rend visionnaire, puisque à sa manière, elle participe à la révolution. Je vais vous donner l'explication et vous, j'attends de vous le commentaire. D'accord. Et l'analyse. D'accord. Alors, l'explication était très simple. De vous au pluriel. Ah oui, 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 là. Parce que vraiment, c'est vrai que quand on l'a lu, il y a eu des articles, c'était le système patriarcal, donc les positions étaient claires. Bon, il n'y avait pas beaucoup de recherches à faire. Mais pour la mère, c'était la même chose. Sa mère, bien sûr, a eu tout le temps de lui raconter la vie passée, la vie des grands-parents, des arrière-grands-parents et tout et tout. Et elle apprend, et ça a fait tilt, elle a appris que toute cette richesse, tous ces biens, toutes ces terres ont disparu. Oui. Ils ont tout perdu eux aussi. Ce n'était pas l'explosion, ce n'était pas aussi violent, mais ils les ont perdus de la manière la plus simple, par les lois. Oui, oui, par les lois. Par les séquestres. C'est ça. Oui, par les séquestres. Alors, elle s'est souvenue qu'il y a eu un arsenal, de la part des colonisateurs, un arsenal législatif qui a permis bon terme, oui. de déposséder totalement des tribus et des familles. C'est vrai que ce passage-là, on ne peut pas l'oublier parce que c'était un traquenard terrible. On a vu que c'était des villes communautaires, que les terres étaient collectives, donc ça ne pouvait pas se prendre, ça ne peut pas se vendre. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on va essayer d'arriver à une propriété individuelle. Et alors, ils se sont rendus que les noms n'existaient pas. C'était Flen, Belflen, Belflen, et puis un autre, il peut être Flen, Belflen, Belflen. Ça ne pouvait pas permettre d'avoir un acte de propriété. Il fallait un nom. Et alors, les noms patronymiques sont venus à la suite de ce besoin de prendre les terres, donc de voler les terres. De propriété, oui. De déposséder les déposséder. Et ils ont donné des noms, un peu n'importe comment. Vous pouvez être cousin et avoir de noms différents, parce qu'il fallait des noms patronymiques. Non patronymiques. Vous avez l'individu, et alors, on divise en partage, et l'individu, on peut acheter le terrain, la terre, on peut, s'il a des dettes, on peut le déposséder. Il y avait tous les moyens possibles et en fin de compte, ils se sont accaparés les meilleures terres sans aucun problème. Tout ça a travaillé dans sa tête. Ouais. Elle a gardé tout cela. Elle se disait, ils ont tout perdu parce qu'ils ne savaient ni lire ni écrire. Absolument. Et ils continuent à nous imposer l'ignorance. Ça ne va pas. Parce que la mère est une femme énergique. Et donc il faut aller prendre les armes qui permettent notamment de résister au moins sur ce terrain-là. Oui, et alors elle s'est dit, moi, je vais inscrire ma fille. C'est trop tard pour moi, il faudra qu'on puisse... Et alors le temps qui revenait dans la bouche de la mère, c'est comprendre. Le savoir, c'est pour comprendre. C'est même pas pour acquérir des connaissances pour ceci, pour cela, c'est pour comprendre. Il aurait fallu... D'où vient notre situation? Voilà, il aurait fallu comprendre la situation, les visées, les enjeux du traquenard, et alors on aurait pu s'opposer à ces lois qui ont été fabriquées dans un but précis, et effectivement le but a été atteint. Pour que ça ne se renouvelle pas, moi, ma fille, je l'inscris coûte que coûte à n'importe quel prix, elle va apprendre. Et elle va apprendre, elle aura du savoir, et avec ça, elle saura comprendre, elle n'aura pas peur des mystères ou des lois. Elle ne tombera pas dans les traquenards dans lequel est tombé justement Ouvlaïd, le père de Saadia, oui. Et le père de Hind, son frère. Le même traquenard qui va justement l'obliger, tout comme le papa de la narratrice, qui est la petite fille, qui va l'obliger à quitter Maqla, ou Mekla, je ne sais pas si je prononce bien. Mekla. Mekla, pardon, oui. Navré pour
La coquille, il va quitter son village natal et, comme vous disiez, aller vers Azfoun pour devenir charbonnier. Charbonnier. Mais il n'était pas le seul. Après les séquestres qu'il y a eu, beaucoup de personnes, de paysans sans terre, sont allés vers les grandes villes. Il y a ceux qui ont loué leurs bras, leurs bras sur les domaines des colons, de gros colons, comme la partie d'Azfoun, les Iflisen sont partis vers Koléa, vers Boufarik, vers Blida. C'est là qu'il y avait des champs. Ils se sont spécialisés à l'époque, le paysan de cette Kabylie maritime s'est spécialisé dans la taille des arbres, et on faisait appel à eux. Mais Oublaïd, il est parti vers Azfoun pour être charbonnier. Il y a eu un autre destin pour ses enfants. Il y a eu aussi, un travail d'assimilation j'espère que c'est ça le mot. Hein. Oui, assimilation. Oui. De la part du révérend, qui a appris à Sadia à lire et à écrire en anglais. Alors que lui-même c'est parler le kabyle. Oui, parler le kabyle lui avec et tous sa ses femme. Enfants, oui. Et il a essayé après le mariage de Sadia, parce que Sadia, à un certain temps, quand on savait qu'il y avait une jeune fille qui vivait chez les Anglais. On les appelait les Anglais, pas les Irlandais. Et là, il y a eu Sadia la fille et Hind le garçon sont les enfants d'Oublaïd. Et ils ont perdu leur mère. Oui. Et là, à un certain moment, les gens ont parlé, ont dit tiens, les Anglais ont une fille d'origine kabyle, ils vont l'évangéliser, et elle et son frère. Et à un certain moment, il y a un caïd qui vient de Mqla, justement. Il sait que c'est une payse, on dit entre guillemets, qui était là, qui vivait. Il a voulu l'extraire justement à ce milieu chrétien. La sauver de l'assimilation. Voilà, lui. Et à un certain moment, le révérend, il se tourne vers Hind et il lui dit est-ce que tu veux rester avec nous? Mais lui, comme il a été élevé dans la Zaouia, c'est une fiction, parce que je ne connais pas très bien Azfoun entre nous. Mais dans une Zaouia, il a été attiré par le Coran, par les frères, le Khouen, comme on disait à l'époque, et ils ont été sauvés justement de cette assimilation. Et justement, la résistance à cette assimilation, c'est aussi faite du côté de Fatih Hanselin par le rejet de l'école française qui elle-même interdisait l'enseignement de l'arabe, mais aussi, et ça se voit chez vous deux, mesdames, grâce aux Zaouïas, grâce aux confréries soufis. Exactement, grâce aux Zaouïas. Il y avait un que travail... ce soit pour Ouvlaïd ou pour Hind. Oui, c'est un travail de fond, parce qu'il y a les veillées le lundi, le dimanche soir, il y a des veillées religieuses, le jeudi soir, il y a des veillées religieuses. Je suppose, enfin je crois, s'il n'y avait pas eu ce mariage avec ce caïd qui est venu de Mqla, je suppose qu'ils auraient eu une autre histoire, ils se seraient évangélisés. Mais moi, j'ai orienté mon roman vers autre chose. Et justement, il y a aussi une autre dimension qui vous est commune, même si chez vous, Layla Nqash, elle est plus frappante. C'est vous décrivez les tribulations d'Ouvlaïd avant d'être engagé chez le révérend, comment il se retrouve prolétaire, comment il n'a rien d'autre que ses bras à louer. En effet. Et vous montrez la solidarité paysanne qu'il y avait auparavant. Même dans la misère la plus noire, vous mentionnez ce devoir d'hospitalité inexorable. En effet. Qui existe dans les campagnes, je m'excuse, qui existe. D'ailleurs, il y a un système d'entraide qui existe jusqu'à présent et qui est la Twiza. Oui. Voilà, c'est dans ce sens que je voulais orienter mon roman. Et j'ai été frappé par le contraste plus que saisissant entre vos regards et votre description. Tendre sur cette paysannerie du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, et le regard méprisant
que l'on retrouve par exemple dans la littérature française chez leur paysannerie à cette même époque, où elle est décrite comme ladre, comme avide, comme âpre au gain. Et je me suis dit, est-ce que c'est juste une différence de regard? Est-ce que c'est juste un snobisme de la part d'un Maupassant, d'un Balzac, d'un Flaubert? Ou est-ce qu'au contraire, chez cette paysannerie-là, décrite comme âpre au gain, c'est tout simplement la monétisation des rapports sociaux qui est passée par là? Puisque chez notre paysannerie à nous, l'argent n'avait pas encore la place prégnante qu'il avait dans d'autres sociétés. Oui, mais parce qu'il y avait une... Vous mentionnez, d'ailleurs, Fatiha, pardon, Fatiha Hussein a mentionné la propriété collective des terres. Parce qu'aussi, il y avait la parole coranique, la parole de Dieu aussi, qui était très présente, d'abord à travers les zaouïas, et puis les santons, les saints, tout ça, tout ça fait qu'il y a une générosité, et je parle d'ailleurs, je parle de cette générosité apprise, et qui existe, qui se perd en ce moment. Qui s'est perdu, non, qui s'est perdu, mais qu'on essaie de rattraper maintenant. Vaille que vaille. Oui, vaille que vaille. Et, merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Fatiha Hussein, pour revenir vers cette lutte plus ou moins larvée que va mener la maman pour faire rentrer sa fille à l'école. On a dit qu'elle était beaucoup plus visionnaire que le papa. En lisant le roman, on comprend d'abord qu'on est en pleine révolution. Oui. De novembre, et que, autre point commun, la maman est couturière. Elle coud des drapeaux verts. Voilà. Voilà. Alors justement, elle vit clandestinement pratiquement. Au fond, cette vie clandestine de la mère et de la fille, c'est un peu une métaphore de la clandestinité, évidemment. De la lutte. Oui, voilà. Bien sûr, parce que c'était les années 50, les maquis, il y avait des gens au maquis, il faut dire aussi que c'est une région qui a été décrétée zone interdite déjà en 56. Donc la relation avec les autres populations, il n'y en avait pas, parce qu'on était en pleine révolution, en pleine guerre. C'était le moment où l'armée a eu les pouvoirs spéciaux. Oui. Et on n'imagine pas ce que ça veut dire. Ça voulait dire qu'elle faisait ce qu'elle voulait, elle prenait qui elle voulait, tuait qui elle voulait. On ne passait par personne, ni loi, ni fonctionnaire, ni. C'était toute la zone qui était zone interdite. Pire que ça, quand on regarde l'espace, seulement l'espace, hein, pour répondre à votre question, d'un point de vue de la disposition de l'espace, il n'y a pas de relation possible. C'est fait pour que ça soit la séparation, pour ne pas dire pire. L'apartheid. C'est l'apartheid. Oui. Alors, il y a le centre-ville, et là, c'est une vraie description. J'ai décrit réellement la ville où j'ai grandi pendant la guerre. Hein, je suis un enfant de la guerre, quand même. Et je n'ai rien inventé, et après, en lisant, j'ai retrouvé des choses, je me suis dit, tiens, c'est partout la même chose. Donc, c'était effectivement un plan, un programme. Alors, on a la ville, le centre-ville, avec des rues goudronnées, avec des écoles, des hôpitaux, des magasins, tout ce que vous voulez. Et puis, côte à côte, l'église et le commissariat. Ça fait bizarre quand même, l'église et le commissariat, mais les deux institutions étaient installées côte à côte. Symbolique très frappante, voilà. Littéralement. Ah, oui, là c'est visible à l'œil nu. Oui. Et ensuite, vous avez les quartiers arabes, ce qu'on appelait les quartiers arabes. À l'époque, tout le monde l'était. Oui. Et alors, c'était les versants des collines. Il n'y avait pas de rue, c'était des chemins de terre, et c'était les versants des collines, il n'y avait rien du tout. Et puis, la relation, elle ne pouvait pas exister. Je vais vous donner juste un petit exemple, parce que j'ai mis en scène, en fait. Hein. Je ne suis pas historien, mais ça m'a amusé, du point de vue du travail de la fiction, ça m'a amusé de mettre des indices et de mettre en scène des personnages, oui. et ils ne sont pas inventés. Par exemple, c'est Ahmed le Fou, oui. pour montrer la relation entre les deux populations. Ahmed le Fou, on l'appelle Ahmed le Fou parce qu'il est fou. Bon. Mais on va savoir pourquoi. Ahmed le Fou, il se porte très bien. La preuve, il travaille son verger au sommet de la colline. Son verger était très riche. Quand il en redescend, se donne des couffins pleins de fruits. Et tout le monde était content, il en donnait à tout le monde. C'est un être tout à fait normal et plus que ça. Mais quand il descend en ville, on ne sait pas ce qu'il va faire en ville. Dès qu'il descend en ville, au retour de la ville, il faut être très prudent parce qu'il pique des crises.
Et il attrape les personnes. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Je ne l'ai pas inventé. Il les attrape, il leur dit « tête de Lambèse ». Mais lui, avec sa voix très forte et puis en tenant très fort l'individu, ça fait passer un mauvais moment comme ça, quand même. Ce qui est resté dans notre langage comme Oudjahlembiz. Oui. C'est exactement ça. Lambèse étant le bagne. Tout à fait. C'est le fameux bagne, le terrible bagne de Lambèse. Décrit entre autres par Abdelhamid Benzeine, si mes souvenirs sont bons. Oui, alors moi j'ai lu quelque chose à propos de ce bagne. J'ai lu quelque chose, mais je ne peux pas vous dire l'auteur, je l'ai oublié. Désolée pour lui. Il disait, pour montrer la cruauté, pour montrer les sévices, pour montrer les souffrances, les humiliations. Enfin, il fallait mater la rébellion. On la matait sur place. Oui. On matait les individus qui étaient là-dedans. Absolument. Alors, il racontait que suprême cruauté, suprême raffinement, terrible, c'est que la nuit, il n'avait pas de répit, il ne pouvait pas dormir. Oui. Qu'est-ce que les gardiens faisaient? Ils ouvraient tout doucement les robinets, de sorte qu'il y ait goutte par goutte. Et les gouttes tombaient dans un seau métallique. Et donc toute la nuit, c'était tac, tac. Ce n'était pas tac, dans le camp? Tac. Je ne me rappelle pas le nom de l'auteur, mais il parle de... Il décrivait des tortionnaires qui s'appelaient l'Ahmar, qui étaient de la Légion étrangère? Non, non, l'auteur n'est pas étranger, c'est un Algérien. Les tortionnaires étaient de la Légion étrangère. Ah mais évidemment, les gardiens, vous vous en doutez. Dans ce cas-là, je crois que c'est Benzeine, oui, c'est le camp. Je ne me souviens pas de l'auteur. Mais ce détail-là, moi je me disais, eh bien, moi qui parle de ce Ahmed le Fou, je n'ai peut-être pas inventé, il a peut-être... fait un séjour. Il est passé par là, et voilà le résultat. Il y a de quoi... Oui, il y a de quoi vraiment faire. Donc, ce qui se passe, c'est que on est quand même dans les années dures, hein, dans les années dures où je vous parle des deux populations et des deux quartiers, mais il n'y a pas que ça. Il y avait juste un petit peu en dehors de la ville les camps de regroupement. Énormément de personnes dans les camps de regroupement. Je les ai vus, je les ai visités. Pudiquement appelé camp de regroupement, oui. Enfin, qu'on nommera plus tard camp de concentration. C'est un euphémisme, le camp de regroupement. Oui, 12 euphémismes. Voilà. Et puis en plus, si vous êtes en dehors, vous êtes dans la zone interdite, quelle que soit la raison, on vous fusille sans prévenir. Il n'y avait pas de... Oui, et on va revenir à cette évolution de la lutte. Mais auparavant, j'aimerais rebondir avec Leïla Naqash sur cet apartheid que mentionne Fatih Hansine et que l'on retrouve aussi dans votre ouvrage. Oui, en effet. Que ce soit au niveau de l'espace. Oui, en effet, parce que quand l'aïeule, elle rentre sur Alger, c'est là quand elle était au village ou bien à Zboun... L'aïeule Saadia. Oui, Saadia, la matriarche, je l'appelle. Oui. Mani Kbira. Mani Kbira, exactement, c'est vrai. Et quand elle est en Kabylie, il n'y a pas ce phénomène d'apartheid. Dès qu'elle rentre sur Alger, elle est accueillie au centre-ville et ce sont les deux filles du révérend qui habitent disons, le Sacré-Cœur, parce que c'est entre le Mustapha supérieur. Oui. Et les Français, à l'époque, dans les années 1900, ils n'acceptaient pas les Algériens. Ils ont sommé les deux filles du révérend à renvoyer l'aïeul. Oui, voilà. Et puis, à un certain moment, il trouve une maison où elle peut acheter, son mari était un Qaïd, il avait de l'argent. Et là aussi, il y a l'apartheid. Le révérend lui-même lui a laissé. Oui, il y a aussi l'apartheid, parce qu'on ne les accepte pas aussi au niveau du télémni, plus haut. Donc, là où même la couturière où elle envoie la grand-mère, Mani Kbira, quand elle envoie une de ses filles pour apprendre la couture, c'était pas évident que la couturière espagnole puisse l'accepter. Il y a aussi cette... et puis je parle à l'époque, à un certain moment, de la Kasbah, et là aussi c'était retiré de la ville française, parce qu'il y avait une ville arabe et une ville française. La ville arabe, c'est le Kasbah plus haut, et à partir de la rue, ce qu'on appelait à l'époque la rue d'Izli, Ben Mehdi, jusqu'au parc de la Liberté, c'était la ville française, même plus haut. Mais l'apartheid, dans votre roman, va aussi s'exprimer d'une autre manière, puisqu'il va empêcher
Fatih Hussein disait le contact n'était pas possible. Non seulement le contact n'était pas possible, mais l'amour n'était pas possible, puisque c'est cette même ségrégation qui va empêcher l'idylle entre Hind et Béa, la fille du révérend. Oui. Oui, mais lui, non, c'était surtout une question de religion. Parce que d'abord, elle était plus âgée que lui, et puis c'était son premier amour, évidemment, et c'était surtout pour sauvegarder cette identité algérienne. Il aurait pu, par exemple, être attiré par une jolie jeune femme anglaise, et je ne sais pas. Ils vont vivre leur passion. Et non, elle sera, non, elle sera un petit peu heurtée, de manière heurtée. C'est elle qui l'aime, mais lui, il n'osera jamais avouer son amour à quelqu'un à l'époque. Même pendant la guerre d'Algérie, pendant la guerre de libération, c'était pas évident qu'une Française puisse épouser un Algérien. En l'occurrence ici, oui, une Irlandaise. Voilà, donc, mais les Russell vont être obligés de quitter le pays. Les parents, oui, en laissant les deux jeunes filles qui avaient jusqu'à l'époque, bon, j'ai fait un peu de recherche sur l'histoire. Les Anglais, à l'époque, quand ils venaient, c'était du côté de Bollorine. Oui. À l'époque, on appelait ça Saint-Eugène. C'est là qu'ils avaient... Il y a encore cette histoire d'apartheid. Et quand les Espagnols, mais ça sera par rapport aux nouveaux venus, les Anglais, la mère est aristocrate, les jeunes filles ont été élevées dans un climat de grande famille. Et là, quand ils voient les Espagnols et les Italiens arriver sur Saint-Eugène, Bollorine, oui, les Anglais viennent après, ils viennent vers Mustapha supérieur. Autre amour contrarié, il y a Mohand, le fils de Sadir. Oui, voilà, oui, en effet. Et Hélène. Avec Hélène. Il y a aussi cette histoire de séparation et de race aussi. Là encore. C'est du racisme aussi. De la part aussi d'un peu de la grand-mère, de la matriarche, parce qu'elle est un peu malheureuse que son fils puisse vivre avec Hélène et le destin voudra qu'il ait un autre parcours de vie. In fine, oui. Et chez toutes les deux, la similitude là aussi est frappante, c'est que l'imaginaire est constamment travaillé par cette tradition soufie, par ces rites aquatiques et par ce rapport, pour emprunter le mot de Barès, à la terre et les morts, notamment le cimetière. C'est la visite au cimetière qui fera que la petite fille, la narratrice, va vendre la mèche. Puisqu'en fait, elle doit rentrer assez tôt, se débarrasser de son tablier, faire comme si de rien n'était. Elle a fugué. Avant voilà, et elle fugue pour retrouver les rituels auxquels elle était habituée avec sa maman. Alors il y a cette guerre terrible, et je veux dire, la peur au ventre en permanence, l'insécurité totale, les rafles, on est au moment de choses vraiment très difficiles à vivre, quoi. Il y a tout cela dans le roman, mais à côté de ça, il y a l'univers féminin. Alors l'univers féminin, c'est... Celui de la baie aux jeunes filles, justement. Justement, la baie aux jeunes filles, qu'est-ce que c'est? La baie aux jeunes filles, c'est une plage réservée aux femmes. C'est vrai, elle a été réservée aux femmes depuis quand les Français sont arrivés, elle était déjà réservée aux femmes. Les femmes avaient le droit d'aller à la plage, c'était la plage qui s'appelle la baie aux jeunes filles. Alors il y a à la fois la baie est surmontée d'un cimetière marin, ils peuvent aussi rendre visite aux morts, et il y a mausolée, je crois, une source. Et la source, avec ce à quoi on croyait à l'époque, elle était magique. Elle était magique, c'est une source magique. Alors évidemment, toutes les misères, on pouvait les régler en buvant à la source, tous les problèmes, on pouvait les régler. Donc il y avait tout ça à la fois, qui permettait aux femmes, chacune pour une raison, de venir. Mais ce qui est intéressant, c'est que les femmes sortent en groupe. À l'époque, une seule, elle ne pouvait pas toute seule. Elle ne pouvait pas. Elles avaient des rendez-vous
et elles allaient en groupe à la baie aux jeunes filles. Et là, c'est une rencontre merveilleuse, parce que les femmes sont entre elles, elles sont dans un monde extérieur où il y a la mer, il y a le soleil, il y a cette source qui va faire des miracles, puis elles se revoient, elles discutent, il n'y a rien qui les limite, bref, la liberté. C'est vraiment que de la joie. Et les petites filles accompagnaient les dames, les femmes, les mères, les grands-mères. Elles s'initiaient à tous ces jeux voilà. aquatiques. Tous ces... Et donc, elles ont pris l'habitude. C'était une sortie pour elles aussi, une espèce de sortie festive. Et un jour, la petite fille donc, qui a été inscrite à l'école clandestinement apprend que sa mère et toutes les femmes du quartier sont allées en visite à la baie et que c'était sans elle puisqu'elle était à l'école. Ah, elle est un peu comme sa mère. Hein. Elle n'a pas accepté. Elle a dit non, non, non. Ils m'ont fait ce coup-là, mais je ne vais pas les laisser faire. Je veux faire la même chose. Je vais aller à la baie. Et elle demande à une amie d'accompagner l'amie à peur, voilà, parce qu'il y a aussi le cimetière. C'est pas véritablement un territoire où les enfants peuvent se déplacer. Oui. Ça fait peur un peu. Bien sûr. Elle s'est arrangée. Enfin, c'était sa meilleure amie. Elle a fini par la convaincre. Ils sont allés. Elle voulait y aller et dire à sa mère. Tu es allée sans moi, je l'ai fait. Elle est aussi dure que sa mère. Alors, elle est allée, effectivement, et d'aller là-bas, elle a beau faire vite, elle a perdu du temps. Et en rentrant, le père était à la maison. Et le poteau rose avait été découvert. Elle a fugué et elle a payé. Et justement, concernant aussi ce rapport à la terre et aux morts, j'ai trouvé chez vous, Leïla Nqash, dans le destin d'Ouvlaïd, cette immense préoccupation qui était la nôtre, préoccupation anthropologique, du fait de l'endroit où nous allions être enterrés, qui est préoccupation qui n'aurait pas eu lieu d'être sans la colonisation. Ouvlaïd, lui, est un déraciné, il a dû quitter son village, et donc il y a chez lui cette préoccupation, mais chez d'autres, elle est plus vivace encore, et notamment un poète que vous citez souvent, Simhan Domhan, qui lui a vu son village entièrement rasé par les Français, et les siens décimés. Et donc, je le tiens de passionnés de sa poésie et qu'il connaissait, il a vécu toute sa vie dans cette préoccupation de qui va m'enterrer. Oui, il n'a vraiment soufflé que lorsqu'il a reçu la promesse d'un patriarche d'une fraction, qui dit « je m'en charge ». Oui, en effet. Tu ne mourras pas... Parce qu'il a été une première fois déraciné de sa terre natale. Il a eu peur aussi, une deuxième fois, d'être peut-être... Quoiqu'à l'époque, il y avait, on parle justement de cette entraide, de cette relation très forte entre Algériens, pour ne pas dire entre musulmans, entre Algériens, du fait de la colonisation. Ils étaient très, très, très liés à l'époque. On ne laissait pas tomber. La preuve, quand il passait à travers les villages, quand il est venu de Marla vers Asfoun, il a traversé les villages. Et là, il a été accueilli par les paysans qui lui ont offert le gîte et le couvert. Absolument. Mais ce que j'étais en train de penser, c'est qu'il y a aussi cette visite au mausolée. Oui. Ici, c'est d'Abdelrahman. Oui, oui, oui. Et c'est une visite aussi. En même temps, il y a un cimetière qui bien sûr, qui existe toujours. Et la visite au saint patron d'Alger. Et je trouve qu'il y a des similitudes avec... Et je viens de les découvrir. Hein. Absolument. Je vous ai lu séparément à intervalles, oui. un temps d'intervalle assez important, mais pour les besoins de l'émission, en vous relisant l'une après l'autre, j'ai été frappé justement par ces convergences. Mais je viens de le découvrir. Oui, et justement par cette... Et qui naît tout simplement de l'anthropologie commune que nous partageons tous, pardon. Oui. Encore faut-il savoir l'exprimer aussi magnifiquement que vous l'avez fait, mesdames. Oui, c'est même. Et comme nous célébrons cette année le centenaire de Mohammed Dib, cette émission a une rubrique qui s'intitule « Ombre gardienne », manière de dire que c'est un peu... le titre d'un de ces recueils de poésie, et manière aussi de dire que c'est un peu sous cet esprit tutélaire que se place cette nouvelle émission. Donc, et c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir des pans de l'œuvre de Mohammed Dib en rapport justement avec les thématiques évoquées. Et donc, je lance le jingle avec vous, chers téléspectateurs, et on se retrouve tout de suite après.
mes chers compatriotes, ce soir, nous allons redécouvrir ensemble une partie de l'œuvre de Mohamed Dib, à savoir Un été africain. La dernière fois, lors d'un précédent numéro, nous avions évoqué ensemble ce magnifique manifeste littéraire qu'était sa fameuse préface. Aujourd'hui, comme nous avons évoqué avec Fatiha Nselene et avec Leila Naqash, les résistances au patriarcat, aux anciennes traditions, nous allons découvrir un morceau de l'œuvre qui va mettre en scène Zakia, qui a eu son bac, qui souhaite devenir institutrice et qui se heurte à l'opposition de la matriarche qui, elle, va lui dire tout simplement « Mais va te marier, ma fille, qu'est-ce que tu racontes ?» Je vous laisse redécouvrir ce passage lu par Zine Abidine Mzaoui, l'animateur de la chaîne littéraire YouTube Wesh Qrit, et je vous retrouve tout de suite après pour en débattre avec nos amis. Qu'est-ce que tu dis, ma petite? J'enverrai demain ma demande pour un poste d'institutrice. Mortaray, somnolé sur sa chaise, accablé par la chaleur, il se redresse. Zakia, j'ai repensé à tout ça. Il vaudrait mieux attendre un peu. Baissant les yeux, la jeune fille objecte. Il y a quelques jours seulement que je t'en parlais, oui. Je le sais, mais maintenant tout change. Oh, papa, tu voulais tant que je sois une institutrice. J'aimerais l'être, moi aussi. Ce serait tellement intéressant. Ma petite fille, voyons, réfléchis bien. À quoi te servirait-il d'être institutrice? Dis-moi. La vieille Madame Ray, qui était assoupie, lève la tête, les observe. Mais dès qu'on est sur le point de le remarquer, elle fait mine de dormir. Le silence se reforme dans le patio. La nuit pèse ainsi qu'un gros édredon. L'eau murmure au fond du jardin sans apporter de fraîcheur. À quoi me sert mon baccalauréat à présent? Se demande Zakia tout bas. Pourquoi avoir fait de si nombreuses années d'études? Est-ce pour en arriver là, pour faire comme si tout ça n'avait pas eu lieu? Je ne comprends pas. Zakia, tu n'es pas raisonnable, dit Mortaray. Tu sais bien que les larmes montent aux yeux de la jeune fille. Si c'est pour finir comme toutes les autres, pourquoi avoir tant travaillé? Elle lève le regard. Je n'aurai ni liberté, ni... Zakia, prends garde, crie la vieille dame. Comment oses-tu parler de la sorte devant ton père? Serais-tu devenu une sans honte toi aussi? Si tu as tes idées, tu feras bien de les garder pour toi. Un mari, voilà ce qu'il te faut. Zakia réplique avec douceur. C'est tout ce qui vous intéresse, vous. Voilà, donc on vient d'écouter, mes chers compatriotes, ce magnifique passage interprété par Zine Abidine Mzaoui, l'auteur de Wesh Qrit, que vous pourrez retrouver sur YouTube. Et je me tourne vers vous, mes chers invités. On voit Zakia qui, in fine, se soumet à la volonté matriarcale. Elle va renoncer à son rêve d'être institutrice. Dans vos deux romans, c'est l'histoire de deux insoumises qui vont organiser la résistance, qui vont se rebeller contre l'ordre patriarcal, mais chacune à sa manière, puisque de votre côté, Fatiha Nselene, la maman va certes braver l'interdit, mais de manière contournée. Non, il faut quand même se reporter à l'époque. On est dans les années 50. Imaginez un peu ce que signifie une famille et la relation mari et femme. Les femmes n'avaient pas droit à la parole. Et si en plus elle s'oppose au mari, elle plie bagage et c'est tout. Hein, et elle n'attend même pas qu'il arrive pour le lui dire. Hein. Donc elle avait vraiment pas... Parce que le personnage de la mère est un personnage exceptionnel pour l'époque. Elle est d'abord très forte de caractère. Elle est en plus très lucide. Elle raisonne, elle n'a jamais été à l'école, elle raisonne, elle passe à l'action. Elle a décidé d'agrandir sa maison toute seule. Elle avait 2 pièces, ça ne suffisait pas. Elle s'est arrangée, elle faisait couturière, elle avait de l'argent, elle a demandé de l'aide à sa mère, à son frère, et elle a ramené des maçons, et elle a réussi à monter un étage. Je veux dire, c'est une femme d'action, mais en même temps très intelligente, très lucide et très courageuse. Très courageuse. Qui a l'intelligence des rapports de force. Elle a bien compris que le rapport de force est
était tout à fait à son insu, que ça ne servait à rien, elle n'obtiendrait pas de résultats et elle perdrait beaucoup de choses. Elle n'aurait qu'à décider de partir et c'est tout, de quitter la maison. En revanche, oui. En revanche, chez Leïla Nqash, c'est une résistance frontale. Oui, oui. Manik Bira, Sadia. Manik Bira, parce que on voit tout le monde balader, y compris avec son idylle suite à la mort de son mari. Oui, là, elle défraie, j'allais dire, la chronique familiale. À l'époque, on tuait les femmes. Mais comme elle était la pupille d'Européens, d'Européens, on ne pouvait pas lui faire du mal. Et là, elle a osé franchir le pas, avoir un ami après la mort de son... Et parce qu'elle pensait l'épouser. Oui. Mais après la mort de cet homme, elle devient une femme de tête. Elle prend ses enfants, et c'était parmi les premiers Algériens qui prenaient le bateau entre Azfoun et Alger. Oui. C'était pas donné à tout le monde. Absolument. Et puis quand elle arrive à Alger, elle acquiert une maison de maître où elle habite avec ses enfants. Et puis en plus, elle est là, elle envoie, j'allais dire, elle jette aux orties tout ce qui la retenait. Comme, il faut dire aussi parce qu'elle était lettrée, hein, parce qu'elle savait lire et écrire à l'époque, ce qui n'était pas donné aussi non plus à tout le monde. Donc c'était une femme de tête et une vraie matriarche. Et pour conclure, mesdames, Fatiha Nseline, vous racontez cette magnifique histoire d'une femme qui se bat pour que sa petite fille aille à l'école. Aujourd'hui, lorsqu'on va aux sorties des écoles, presque plus rien ne permet de se rappeler, de se représenter l'ampleur de ce combat à cette époque. C'est un petit peu l'un des grands acquis de notre révolution. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus révélateur. Je veux dire, comme forme d'avancée. Regardez, à mon époque, j'ai pu étudier parce que mon père était instruit, parce que lui aussi voulait que tous ses enfants étudient, tout ça. Grâce à lui, j'ai pu faire des études. Et en cela, lui-même, vous l'avez dit dans une précédente interview, lui-même a contourné la loi. Il a été obligé, disons, de ne plus avoir de relation avec la famille qu'il a rejetée. Oui. Et il a tenu le coup parce qu'il fallait que ses filles, les garçons c'est normal, que ses filles étudient. Et on lui a voué une adoration sans limite parce que nous lui devons d'avoir pu aller à l'école. Parce qu'à côté, les autres, personne n'envoyait sa fille à l'école. Les filles n'allaient pas à l'école, elles n'y avaient pas droit. Bon, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu la norme. Oui, mais heureusement, je veux dire, c'est comme ça que l'on mesure les avancées. La place du savoir dans toute société, la place du savoir comme moyen de développement, pas seulement pour la femme, comme moyen d'information, comme moyen d'émancipation. Je veux dire, tout l'apport du savoir, ce que nous distingue quand on parle de pays développés, pas développés, ceci, cela, ce qui nous distingue, c'est ce point-là, l'accès à l'information, l'accès au savoir. Oui. La maîtrise des savoirs, l'intériorisation des savoirs. Et ça, moi personnellement, je l'ai mis un peu dans la tête de la mère, le personnage, mais c'est parce que c'était ma profonde conviction que tout passe par là, que ce soit d'ailleurs les filles ou les garçons. C'est une très belle, très belle conclusion à ce passionnant débat. Je rappelle, Fatiha Nseline, que vous êtes l'auteur du roman La Baie aux jeunes filles, dont nous venons de débattre. Vous êtes aussi l'auteur d'un recueil de nouvelles paru récemment, qui s'intitule La prière de Scheherazade. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en reparler plus longuement une prochaine fois. Je rappelle que La Baie aux jeunes filles, paru aux éditions Thala, a été épuisée intégralement. Donc j'espère que nous aurons le plaisir, la joie qu'il soit réédité et que le public puisse vous découvrir lors d'une vente dédicace et découvrir la passionnante oratrice que vous êtes. Merci encore d'avoir été parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Je vous tourne vers vous, Leïla Nqash, pour le mot de la fin. Votre superbe roman déroule la saga de toute une famille. On s'est concentré sur Sadia, la forte tête, la matriarche, mais en fait, la saga se déroule sur 5 générations et se termine sur Aziza. Et on la quitte, Aziza, justement, lorsqu'elle aussi va entrer à l'école et lorsqu'elle
supplie sa maman de lui procurer acheté un dictionnaire. Un dictionnaire Larousse. Et là encore, le point commun entre vous, Oui, c'est en effet. cette découverte du texte. Et aujourd'hui, ces ouvrages-là, Madame Céline qui est pédagogue, ces ouvrages-là sont les nôtres. Dans une certaine mesure, ils reflètent un contenu national. Oui, en effet. Et là encore, en vous lisant, on mesure tout le chemin parcouru. Et de la société algérienne de l'époque jusqu'à maintenant. Enfin, c'est une enfant de la guerre, Aziza. Hein. Oui, oui, absolument. Oui, mais tout de même, elle a un dictionnaire et ce dictionnaire va lui ouvrir la porte de l'éducation et du savoir après l'indépendance. Et elle va comprendre d'où vient le fameux thé Swili. Oui, en le effet. thé du Ceylan. Oui, le thé du Ceylan. Qu'elle a hérité de la grand-mère, Manik Bira. de l'arrière-grand-mère, en effet. Donc je rappelle que vous êtes l'auteur d'un premier roman, lui aussi hélas introuvable, qui s'intitule « Sais-tu si les chemins d'épines mènent au paradis ?» Oui. En espérant là encore une réédition. Et vous êtes aussi l'auteur de cet excellent ouvrage, La Maison des Images, que je ne saurais assez recommander. En espérant qu'il y aura d'autres publications. Inch'Allah, et une traduction aussi, oui, puisque pourquoi pas, surtout. les deux ouvrages vraiment gagneraient à être découverts par le lectorat arabophone. Je m'excuse. Il y avait un projet, il y a quelques années, de traduction vers... D'abord vers la langue nationale, vers Tamazirt aussi. J'ai essayé à un certain moment d'aller vers le HCA pour qu'on puisse traduire ce roman en Tamazirt et en arabe aussi. Mais je suppose que là, pour le moment, c'est le statu quo. En attendant. Espérons qu'après la crise sanitaire, cette émission peut-être contribuera. Espérons-le. À aller dans ce sens. En tous les cas, je vous remercie beaucoup, Leïla Naqash. C'était un plaisir de vous écouter. Merci. Fatiha Céline, merci encore. Mesdames, je vous dis à très bientôt. Quant à vous, mes chers compatriotes, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris plaisir à être en notre compagnie et qu'ainsi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à mon tour la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Culture, l'autre regard. À très bientôt.